Une infirmière tombe enceinte, sans jamais avoir eu de rapport, et un test ADN dévoile une vérité glaçante. Bonjour à tous, installez-vous confortablement et profitez de ce moment de détente en regardant cette histoire fascinante. Clara était assise, bêtée, sur la vieille chaise en bois de la salle d'examen, serrant fermement les résultats de l'échographie comme si elle craignait que les lâchers ne fassent tout disparaître. Mademoiselle Clara, je dois vous le redemander. Ne saviez-vous vraiment pas que vous étiez enceinte? La voix du docteur Morale, un homme d'environ 50 ans, retentit, pleine de suspicion. Clara hocha la tête, balbutiant, Je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Je vis seule. C'est impossible. Morale haussa un sourcil, remontant ses lunettes sur son nez. Vous êtes enceinte de 10 semaines. Pas 2, pas 3. 10 semaines, Clara, vous êtes infirmière. Vous savez ce que ça signifie? Clara sentit son cœur sur le point de sortir de sa poitrine. Je ne mens pas honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. La porte s'ouvrit brusquement. Une femme aux cheveux noirs soigneusement attachés entra, tenant une pile de dossiers. C'était Tessa, une autre infirmière du service. Clara, ça va? J'ai entendu par le docteur Morale que vous aviez une tension artérielle basse. Clara se retourna, essayant de forcer un sourire crispé. Oui, juste un peu étourdie. Morale jeta un coup d'œil à Tessa, puis s'éclaircit la gorge. Tessa, pourriez-vous sortir s'il vous plaît? J'aimerais parler à Clara en privé. Tessa lança un regard inquiet à Clara, puis hocha la tête. Oui, docteur. Une fois seule, Morale s'adossa au bureau, les bras croisés. Clara, vous mettez tout le monde mal à l'aise. Vous le savez, n'est-ce pas? Clara fronça les sourcils. Je ne comprends pas. C'est moi qui ai besoin d'une explication ici. Pensez-vous que quelqu'un va vous croire? Enceinte de 10 semaines et vous prétendez n'avoir jamais eu de relation sexuelle. Ça ressemble à un conte de fées. Mais je ne sais vraiment rien, laissa échapper Clara. Je suis épuisée, étourdie depuis des semaines. Je ne pouvais pas dormir. Je pensais que j'étais anémique ou stressée. Morale ricana. Et alors? Le fœtus est apparu comme par magie dans votre corps. Clara serra les poings. Je veux toutes les informations relatives à mon état. Les résultats des tests sanguins, les images de l'échographie, tout. Morale parla lentement. Vous les obtiendrez, mais je vous conseille de vous taire. Ne faites pas de bruit. Notre service subit déjà beaucoup de pression. Que voulez-vous dire par là? Clara plissa les yeux. Je parle de réputation professionnelle, Clara. En tant qu'infirmière, vous savez à quel point c'est important. Un scandale affecterait tout l'hôpital et votre carrière. Il marqua une pause. Je vous suggère de réfléchir attentivement avant de faire quoi que ce soit d'imprudent. Clara était abasourdie. Vous me menacez? Non. Je vous donne un conseil honnête. Morale s'éloigna du bureau et se dirigea vers la porte. Le chef Reynolds veut vous voir cet après-midi. Je pense qu'il aura une manière plus raffinée de parler que moi. La porte se referma. Clara resta assise, figée. Cet après-midi-là, Clara se rendit au bureau du chef Alan Reynolds. Son bureau se trouvait au dernier étage de l'annexe, calme et isolé. Entrez. La voix de Reynolds venait de derrière la porte. Clara poussa la porte. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Bonjour, docteur Reynolds. Vous avez demandé à me voir. Il se retourna, offrant un léger sourire. Clara, veuillez vous asseoir. Clara s'assit, essayant de rester calme. Savez-vous pourquoi je voulais vous voir? Demanda Reynolds, sa voix étrangement douce. Je suppose que c'est à propos de ce matin. Reynolds hocha la tête. Oui, les nouvelles voyagent plus vite que je ne l'imaginais. Morale m'a fait son rapport. Clara serra les poings. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux la vérité. Reynolds eut un sourire narquois. La vérité? La vérité, c'est que vous êtes enceinte, Clara. Et apparemment, vous n'en êtes pas heureuse.
Je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Je ne comprends pas comment. Clara, la coupa-t-il. Vous savez, parfois la science apporte des miracles que les humains ne peuvent expliquer. Qu'est-ce que vous insinuez? Clara se redressa. Rien. Je dis juste que parfois, en savoir trop peut donner mal à la tête. En ce moment, votre santé devrait être la priorité absolue. Clara fixa Reynolds. Je ne resterai pas silencieuse. Je vais découvrir la vérité. Reynolds plissa les yeux, souriant narquoisement. Je ne vous en empêche pas. Mais savez-vous où vous mettez les pieds? Que voulez-vous dire? Cet hôpital, ce système, Clara, rien de tout cela n'est simple. Si vous voulez faire tomber quelque chose, vous feriez mieux de vous assurer d'en avoir le pouvoir. Clara quitta le bureau de Reynolds la tête tournoyante. Sur le chemin du retour, elle rencontra Peter, un technicien californien qui l'aidait souvent à réparer la machine à café quand elle faisait des bruits bizarres. Clara, ça va? Tu as l'air pâle comme un linge. Ça va, répondit-elle sèchement. Peter plissa les yeux. Encore un service de nuit. Clara hocha la tête à contre-cœur. Ouais. Peter hésita. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien à la clinique ce matin. Clara se tourna vers lui. Tu as entendu aussi. Ouais. Les nouvelles vont vite ici. Mais Clara, je sais que tu n'es pas du genre à inventer des histoires. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Ne le garde pas pour toi. Clara le regarda longuement, puis fit un léger signe de tête. Merci, Peter. Cette nuit-là, Clara était allongée sur son lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Les paroles de Morale et de Reynolds résonnaient dans sa tête comme des cloches d'alarme. Elle avait l'impression que le monde entier se retournait contre elle. Puis, comme un éclair soudain, elle se souvint d'une nuit, quelques semaines auparavant. Elle était de service de nuit. Elle avait un mal de tête terrible. Après ça, juste du blanc, un trou. Pourquoi je ne me souviens de rien? Marmonna Clara. Elle ferma les yeux, essayant de visualiser. Des lumières fluorescentes faibles, le bip d'un moniteur de patient, puis une vague de vertige et un bruit sourd. Un son résonna dans le couloir. Clara se redressa d'un bond, le cœur battant. Elle sortit, ouvrit la porte et regarda autour d'elle. Personne. Calme-toi. Tu paniques, se chuchota TL. Elle rentra, attrapa son téléphone. Ses mains tremblaient en tapant sur Google, grossesse sans rapport sexuel, insémination artificielle illégale. Les résultats de la recherche apparurent, des tonnes d'articles, mais aucun ne correspondait à sa situation. Une notification apparut, un message de Tessa. Tessa, j'ai entendu dire que quelque chose se passait avec toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ne crois pas tout ce que les médecins disent. Ils ne sont pas toujours les gentils. Clara fixa l'écran. Merci, Tessa, murmura-t-elle, ses yeux s'assombrissant. À l'intérieur d'elle, une petite flamme commençait à s'allumer. Clara, tu es encore réveillée? La voix de Tessa sortit du téléphone, teintée d'inquiétude. Clara pressa le téléphone contre son oreille, fixant toujours le plafond sombre. Je ne peux pas dormir. As-tu déjà eu l'impression d'être contrôlée? Tessa resta silencieuse un instant. Tu parles du bébé? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de croire ou non. Mais tu es une bonne personne. Et si tu jures que tu n'as rien fait, alors je te crois. Clara expira brusquement. Je me souviens de cette nuit maintenant. La nuit où j'ai eu un trou noir. Un trou noir, quand? Il y a 3 semaines. J'étais de service de nuit au 5e étage, dans la salle de repos des infirmières. J'avais un mal de tête terrible. Puis plus rien. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une petite ecchymose sous le bras. Une ecchymose? Comme une marque d'aiguille. Vraiment petite. J'ai pensé que c'était une piqûre de moustique. Je n'y ai pas prêté attention. Maintenant que j'y pense, ça me fait froid dans le dos. Tessa marqua une pause, puis dit, as-tu déjà fait un test sanguin? Je prévois de le faire, mais pas dans cet hôpital.
Je n'ai plus confiance en cet endroit. C'est malin. Clara raccrocha et s'assit, attrapant son sac à dos. Elle sortit un petit tube à essai, préleva son propre sang d'une veine et le plaça dans une pochette réfrigérante. 2 jours plus tard, Clara se rendit dans un laboratoire privé à la périphérie de Chicago. Elle rencontra une femme nommée Béatrice, une spécialiste en biologie moléculaire, une vieille connaissance de Tessa. « J'ai besoin de vérifier l'ADN du fœtus et de le comparer au mien. Pouvez-vous faire ça ?» Béatrice la regarda longuement, puis hocha la tête. « C'est difficile, mais pas impossible. Avez-vous un échantillon de tissu fœtal ?» Béatrice ne posa pas d'autres questions, hochant simplement la tête en silence. « Je vous appellerai dès que j'aurai les résultats. » 4 jours plus tard, le téléphone vibra. Clara décrocha, essayant de rester calme. « Clara. C'est Béatrice. Êtes-vous assise ?» Clara hocha la tête même si elle savait que son interlocutrice ne pouvait pas la voir. « J'ai fait le test 3 fois. Tous les résultats étaient les mêmes. Le fœtus ne porte aucun de vos gènes. » La gorge de Clara s'assécha. « C'est impossible. Clara. Le bébé n'a aucun lien biologique avec vous. Vous n'êtes pas la mère génétique. » Clara murmura comme une somnambule. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Béatrice répondit lentement. « C'est le résultat d'une fécondation in vitro. Et après ça, il a été implanté dans votre corps. » « Non. Impossible, » cria Clara, des larmes coulant sur son visage. Béatrice parla doucement. « Vous devez signaler cela à la police. » Clara secoua la tête à plusieurs reprises. « Non, ils ne me croiront pas. Je n'ai que ma parole. Et l'hôpital, ils peuvent tout couvrir. » Béatrice hésita. « Je peux conserver l'échantillon de test au cas où vous en auriez besoin plus tard. Mais soyez prudente, Clara. Ce n'est pas quelque chose de simple. » Clara était assise dans un petit café du coin, les mains tremblant autour de son verre d'eau. Assis en face d'elle se trouvait Peter. Il était venu dès qu'il avait appris qu'elle était en état de choc. « Clara, on dirait que tu as vu un fantôme. »« Peter, si je te disais quelque chose de fou, me croirais-tu ?»« Absolument. Je suis enceinte. Mais le bébé n'est pas le mien. » Peter fronça les sourcils. « Attends, quoi ? Ce n'est pas mon bébé. Nous ne partageons aucun ADN. C'est un embryon de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me l'a injecté et je ne le savais pas. » Peter était abasourdi. « Alors c'est pour ça que tu as dit que tu n'avais jamais. » Exactement. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Pas une seule fois. Mon Dieu. Clara le regarda avec un désespoir total. « Je crois que quelqu'un m'a utilisé comme cobaye. As-tu des preuves ? » Juste les résultats du laboratoire et le souvenir de la nuit où je me suis évanouie. La marque d'injection. Le reste, ce ne sont que des spéculations. Peter hocha lentement la tête. Alors nous avons besoin de preuves. Clara pencha la tête. Nous ? Oui. Tu n'es pas seule. Tessa, moi, et tous ceux qui te croient t'aideront. Tu dois continuer à enquêter. Cette nuit-là, Clara se faufila dans la salle technique de l'hôpital pendant le calme du service de nuit. Utilisant la carte d'accès que Peter lui avait secrètement donnée, elle se connecta au système de stockage interne. L'écran afficha une série de dossiers. Accès restreint. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant, puis entra le code que Peter lui avait fourni. Le système s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de nombreux fichiers et documents remplis de jargon technique complexe. Mais Clara était une infirmière compétente. Elle en comprit assez pour sentir l'horreur derrière les mots. Test d'embryon sur des sujets féminins sans conditions de reproduction ou liens sociaux stables. Toutes les informations sont strictement confidentielles, non destinées à la diffusion publique. L'implantation d'embryons doit être effectuée pendant que la patiente est inconsciente en utilisant des sédatifs légers. Aucune marque visible ne doit être laissée sur la peau. Clara sentit un frisson. Elle continua à lire. Sujet potentiel, Clara Martin, infirmière, 28 ans. Aucun antécédent de grossesse, pas de liens familiaux, vie seule.
Son nom, juste là, dans le système. Ses mains tremblaient. Un fichier joint apparut. Une signature numérique d'Alan Reynolds, le chef de service. Oh mon Dieu, c'est lui, chuchota Clara. Elle copia rapidement tout le dossier sur un disque dur portable que Peter avait préparé. Juste avant de l'éjecter, elle vit un graphique. 7 cas terminés. Aucune plainte. Clara frissonna. Elle n'était donc pas la première. Le lendemain matin, Clara retrouva Tessa à leur restaurant habituel. Tessa, j'ai les preuves. Tessa posa son café. Que as-tu trouvé? Clara ouvrit le disque dur et le lui tendit. Tout est là. Le nom du projet est Gêne. J'étais un sujet d'expérience. Reynolds est derrière tout ça. Tessa tremblait en prenant le disque. C'est un crime. Ils ont utilisé ton corps comme un réceptacle. Pas seulement moi. Le système listait au moins 6 autres femmes. Tous leurs dossiers ont été supprimés ou étiquetés « psychotiques ». Ils ont tout effacé. Tessa serra les poings. Qu'est-ce que tu vas faire? Clara la regarda dans les yeux. Dénoncer Reynolds. Peu importe le coût. Tessa hocha la tête, les yeux embués. Je suis avec toi. Tu n'es pas seule. Ce soir-là, Clara verrouilla soigneusement la porte de son appartement. Elle s'assit à sa table, fixant la pile de documents, le disque dur, les rapports ADN, les preuves qu'elle avait rassemblées. Une partie d'elle voulait crier, tout casser. Mais une autre partie, la plus forte, commença à calculer son prochain coup. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Clara, si vous continuez, vous ne serez plus en sécurité. C'est votre premier avertissement. Elle fixa l'écran, puis laissa échapper un rire froid. Trop tard. J'ai commencé et je n'arrêterai pas, Clara, tu dois m'écouter. Tu t'aventures en terrain dangereux. Tessa parla rapidement, sa voix tremblante alors qu'elles étaient assises dans la salle de repos verrouillée des infirmières. Clara la regarda dans les yeux. Tu penses que je peux simplement laisser tomber? Ils ont utilisé mon corps comme un incubateur. Et je ne le savais même pas, je sais, Clara. Je suis furieuse. Mais ils sont tout un système. Tu penses que Reynolds a agi seul? Clara sortit le disque dur de sa poche. Ceci contient tout. Des descriptions complètes du projet Gêne. Méthode, liste de sujets, rapport d'essai. Le nom de Reynolds est partout. Mon Dieu, siffla Tessa entre ses dents. Tu vas aller à la police? Pas encore. Si je le fais maintenant, ils détruiront toutes les preuves. J'ai besoin de quelque chose de plus. D'irréfutable. Je t'aiderai, mais sois prudente. Ils savent peut-être déjà que tu as les données. Clara hocha la tête, le regard résolu. Je les ai sauvegardés sur 3 autres disques. J'en ai envoyé un à un vieil ami en informatique, un à un avocat en qui mes parents avaient confiance, et pour le dernier, je n'ai pas encore décidé. Tessa se pencha en arrière, pensive. Le projet Gêne, on dirait quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Clara marmonna, sauf que cette fois, c'est réel. Et nous sommes les victimes. Cette nuit-là, Clara était de nouveau seule dans son petit appartement. Elle brancha le disque dur sur son ordinateur portable, ouvrant chaque fichier un par un. Elle devait comprendre le jeu dans lequel on l'avait forcée à jouer le rôle d'un pion. Un fichier attira son attention. Classification des sujets, évaluation de la susceptibilité au contrôle. Clara Reed. Critères de sélection, femme célibataire vivant seule. Pas de parents proches. Profil psychologique stable. Pas encline à la rébellion. Occupe un poste dans le système de santé. Accès facile. Sujet numéro 17. Clara Martin, correspondance de grade A+. Elle serra les poings, les lèvres tremblantes. Salaud. Venaient ensuite des rapports sur la progression du développement fœtal post-implantation. En dessous, il y avait un code lié à son nom. Un fichier vidéo était joint. Clara l'ouvrit. Un clip de surveillance en noir et blanc. La salle de repos des infirmières. Elle était allongée sur un canapé.
Un homme en blouse blanche entra, portant un masque, et lui injecta quelque chose dans le bras. L'éclairage était faible, son visage n'était pas visible, mais les gestes étaient familiers. Clara se pencha plus près et sentit son estomac se nouer. Peter, halta-t-elle, incapable de croire ses yeux. L'homme dans la vidéo portait une montre identique à celle de Peter. Ses mouvements étaient rapides, précis, une main sur son front comme pour vérifier la fièvre, l'autre injectant quelque chose dans son bras gauche. Elle attrapa immédiatement son téléphone et envoya un texto à Tessa. « Clara, sais-tu si Peter porte sa montre à la main droite ?» Tessa, oui. J'ai toujours pensé qu'il était gaucher. Clara resta immobile. Impossible. Peter m'a aidé. Ça ne peut pas être lui. Mais la voix dans sa tête résonnait, tu penses que Reynolds a agi seul. Le lendemain matin, Clara arriva à l'hôpital avec l'air le plus composé possible. En entrant dans la salle de préparation des médicaments, elle trouva Peter en train de tripoter l'imprimante à étiquette. « Bonjour, Peter, dit-elle, gardant un ton léger. Peter se tourna, souriant. « Tu te sens mieux aujourd'hui ? » « Je vais bien. »« Tu travailles de nuit ? » ?»« Ouais, c'était mort la nuit dernière. »« Super ennuyeux. » Clara le fixa droit dans les yeux. « Étais-tu déjà dans la salle de repos des infirmières la nuit du 14 du mois dernier ? » Peter fit une pause. « Le 14 ? Je ne suis pas sûr. »« Pourquoi ? » Il y a un enregistrement de caméra. Un homme en blouse blanche, masqué, m'injectant quelque chose dans le bras, parla lentement Clara. Il portait une montre à son poignet droit. Juste comme toi. Peter cligna des yeux. Clara, tu penses que c'était moi ? Non, j'ai juste besoin de savoir. Peter resta silencieux quelques secondes, puis esquissa un léger sourire. Ce n'était pas moi. Mais si tu penses que c'était moi, peut-être qu'il n'y a plus rien à dire. Clara baissa les yeux, cachant le chaos dans son esprit. Cet après-midi-là, Clara retourna au bureau informatique de l'hôpital, cherchant un accès plus profond au système. Elle approcha Alexander, un informaticien californien petit et silencieux qui l'aidait souvent avec les impressions. « Alexander, as-tu une minute ?» Il leva les yeux. « Que se passe-t-il, Clara ?» J'ai besoin d'aide pour récupérer des fichiers récemment supprimés du serveur interne, spécifiquement d'un dossier appelé Projet Gène. Il haussa un sourcil. Alors, tu es impliqué là-dedans maintenant. Clara se figea. Tu es au courant ? Alexander hocha légèrement la tête. Je ne connais que le nom du projet. On nous a ordonné de supprimer en masse tous les fichiers liés. Mais quelque chose clochait. As-tu gardé une sauvegarde ? Il hésita, puis tourna son écran vers elle. J'ai fait une copie fantôme. Pas complète, mais il en reste assez pour faire flipper quelqu'un. Clara serra les dents. Donne-moi tout. Alexander lui tendit une petite clé USB. Clara, si tu te lances à fond là-dedans, sois prudente. Les personnes liées au projet, aucune ne travaille plus ici. Licenciée ? Il secoua la tête, la voix basse. Une a disparu. Une a sauté d'un toit. 2 ont été transférés. 4 troubles mentaux. Ça te semble être des coïncidences ? Clara déglutit difficilement, un frisson parcourant son échine. Cette nuit-là, Clara retrouva Tessa dans un parc près de chez elle. Tessa, je pense que Peter pourrait être impliqué. Tessa était abasourdie. Impossible. Peter se soucie vraiment de toi. J'ai vu la vidéo. La montre de l'homme correspond à la sienne. Et dans les journaux d'injection, il y a une initiale, PV. Tessa réfléchit. Je sais que Peter travaillait dans la recherche biomédicale avant de venir ici. Exactement. Il a les compétences et il avait un accès facile à moi. Tu vas le confronter ? Clara secoua la tête. Non, je vais le laisser penser que je ne sais rien. Alors, quelle est ta prochaine étape ? Clara prit une profonde inspiration. Trouver une preuve indéniable. J'ai besoin d'images claires et de quelqu'un en dehors du système. Quelqu'un prêt à rendre l'affaire publique. Tessa fronça les sourcils. Je connais quelqu'un, Daniel Reeves,
journaliste d'investigation, spécialisé dans la dénonciation des scandales médicaux. Il a failli révéler une affaire d'implantation illégale de puces sur des patients, mais ça a été étouffé. Il est surveillé, mais il opère toujours clandestinement. Clara hocha la tête. Je veux le rencontrer. Tessa fit défiler son téléphone, puis tendit un contact à Clara. Tiens, mais sois prudente. Daniel est méfiant. Tu auras besoin de quelque chose qui le fasse te croire. Je lui donnerai tout. Les vidéos, les données, les résultats des tests, et les mots d'une survivante. Tessa serra la main de Clara. Tu es courageuse. Mais ne laisse pas ça te détruire. Ça n'en vaut pas la peine. Clara esquissa un léger sourire. Si je ne me bats pas, il y en aura des dizaines d'autres transformés en incubateurs humains. De retour chez elle, Clara ouvrit son ordinateur portable. Sur l'écran, son reflet vacillait sur la vitre, pâle, épuisé, mais ses yeux brûlaient de feu. Elle ouvrit Word et commença à écrire son journal d'enquête. La première ligne, mon nom est Clara Martin. Je suis enceinte, mais l'enfant en moi n'est pas le mien. Je suis la victime d'une expérience inhumaine appelée Projet Gène. La porte du bureau du chef Alan Reynolds se referma derrière Clara avec un clic froid. À l'intérieur, la faible odeur d'huiles essentielles d'agrumes se mélangeait à la fraîcheur de la climatisation, la faisant frissonner. Reynolds leva les yeux de derrière son bureau, retira ses lunettes et sourit comme pour accueillir une vieille amie. Clara Martin. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. J'ai besoin de parler, dit Clara, gardant sa voix calme, bien que ses mains agrippent fermement les côtés de sa blouse blanche. Bien sûr, hocha la tête Reynolds, désignant la chaise en face de lui. Veuillez vous asseoir. Je préfère rester debout, répondit Clara, les yeux fixés sur lui. Reynolds haussa un sourcil mais ne fit aucun autre commentaire. Alors, de quoi voulez-vous parler? Clara posa une clé USB sur le bureau. J'ai lu tout le dossier sur le projet Gène. Reynolds resta silencieux quelques secondes. Puis il posa ses coudes sur le bureau, les doigts entrelacés. Et je veux l'entendre de votre bouche. Est-ce vrai? Des femmes se faisant injecter des embryons sans leur consentement? Clara, soupira-t-il comme un père patient parlant à une enfant têtue. Pensez-vous vraiment comprendre ce qui se passe? Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de savoir qui a donné l'ordre. C'est moi, dit Reynolds sans détour. C'est moi qui dirige le projet. Clara se figea. Vous l'admettez? Pourquoi pas? Reynolds se leva, contourna le bureau et se dirigea vers la porte, la verrouillant. Le bruit du verrou qui s'enclenche glaça le sang de Clara. Vous voyez, Clara, je ne vois pas cela comme un crime. Je le vois comme un pas en avant pour l'humanité. Implanter de force des embryons artificiels dans des corps humains sans consentement est un crime. L'histoire de la science a toujours commencé par des expérimentations douloureuses. Si nous n'osons pas briser les frontières d'une éthique dépassée, l'humanité n'avancera jamais. En forçant des femmes, en utilisant leur corps comme des rats de laboratoire. Ne voyez-vous pas à quel point c'est monstrueux? Reynolds ricana. Vous devriez vous sentir honorée, Clara. Vous êtes la première à porter un enfant conçu sans une vraie femme. Pas d'ovule, pas de fécondation traditionnelle. Et sans consentement, la voix de Clara monta presque jusqu'au cri. Vous étiez la candidate parfaite. Célibataire, sans famille, personne pour poser des questions. Vous devriez me remercier de vous avoir choisi. Vous êtes fou, chuchota Clara en reculant. Reynolds resta calme. Vous ne pouvez pas gagner, Clara. Je contrôle tout le système, les caméras, les dossiers médicaux, les journaux de service, les journaux d'accès, tout peut être modifié. J'ai les données, les vidéos de surveillance, votre signature sur les documents. Ces choses ne verront jamais le jour. Reynolds s'approcha, la regardant comme un spécimen. Vous pensez que quelques disques durs et quelques contacts amicaux à l'intérieur de l'hôpital vous aideront? Clara, ce n'est pas un film hollywoodien. À combien de femmes avez-vous fait ça? 7. Vous êtes la 8e. Mais vous êtes la première qui est devenue trop curieuse. Qu'est-il advenu d'elles? Où sont-elles?
Certaines ont été convaincues qu'elles étaient folles. Certaines ont disparu. Certaines se sont suicidées. Vous voyez, Clara, ce qui compte, ce n'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est qui contrôle la vérité. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, dit Clara entre ses dents serrées, les yeux brûlants de larmes. Vraiment? Reynolds pencha la tête. Qui va croire une infirmière qui prétend être enceinte sans jamais avoir eu de relations sexuelles? J'ai des preuves. Les preuves peuvent se perdre. Comme votre chère amie Martha. Clara recula en trébuchant, heurtant le bureau. Qu'avez-vous fait à Martha? Reynolds sourit. Je n'ai rien eu besoin de faire, mais d'autres l'ont fait. Quand quelqu'un creuse trop profondément, il finit par s'enterrer lui-même. Et nous leur donnons juste un petit coup de pouce. Salaud, siffla Clara alors que des larmes coulaient sur ses joues. Reynolds se dirigea tranquillement vers la porte et la déverrouilla. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Mangez bien. Vous êtes enceinte, souvenez-vous? Et ne faites rien de stupide. Je détesterais que vous soyez le prochain accident. Clara sortit sur des jambes tremblantes. Tessa l'attendait dans le couloir et se précipita en voyant le visage pâle de Clara. Clara, ça va? Il a tout avoué, haleta Clara, sans la moindre trace de peur. Il a dit que Martha pourrait avoir été réduite au silence. Tessa était abasourdie. Oh mon Dieu! Il ne voit pas les femmes comme des êtres humains. Il nous voit comme des machines biologiques. Tant que l'embryon survit, il ne se soucie pas des sentiments ou du consentement. Tessa attrapa la main de Clara et la tira rapidement. Sortons d'ici maintenant. Personne n'est plus en sécurité dans cet hôpital. Cette nuit-là, Clara et Tessa étaient assises dans son petit appartement, les rideaux tirés. Clara alluma un enregistreur. La voix de Reynolds résonna d'un microphone caché qu'elle avait activé dans la poche de sa blouse. Vous devriez vous sentir honorée. Vous êtes la première à porter un enfant conçu sans une vraie femme. Tessa resta figée. C'est clairement sa voix. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un visage, d'une image, d'une preuve criminelle irréfutable. Tessa dit, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Michael Ryan, un ancien agent de sécurité. Il gérait le système de caméra. Il a été licencié après une soi-disant erreur de stockage. Mais je pense qu'il sait ce qui était caché. Est-il toujours à Chicago? J'ai entendu dire qu'il travaille comme gardien de nuit dans un parking près de Union Station. J'ai son numéro. J'ai besoin de le rencontrer. Tessa lui tendit discrètement le numéro de téléphone. Clara, à partir de maintenant, tu dois être extrêmement prudente. Ne va nulle part seule. Ne fais confiance à personne trop facilement. Pas même à Peter. Clara hocha la tête, les yeux vides. Je ne fais plus confiance à personne, sauf à toi. Le lendemain, Clara se rendit au parking et attendit près de 2 heures jusqu'à ce qu'un homme petit, corpulent et barbu apparaisse. Michael Ryan. Monsieur Ryan, appela Clara. Il la regarda en fronçant les sourcils. Qui êtes-vous? Je m'appelle Clara. Je suis infirmière. Je sais que vous travaillez à l'hôpital Westlake Memorial. Il hocha la tête prudemment. Que voulez-vous? J'ai besoin que vous me disiez la vérité. Les caméras de l'hôpital ont-elles déjà capturé des personnes injectant des drogues à des membres du personnel sans leur consentement? Michael resta silencieux. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. J'ai des preuves. Je suis une victime. Je suis enceinte, mais le fœtus ne partage pas mon ADN. Michael regarda autour de lui, puis baissa la voix. Oui, mais ces clips ont été effacés. Puis un jour, j'ai été appelé au RH et j'ai été licencié. Avez-vous gardé quelque chose? Un disque dur? Une sauvegarde? Michael sortit une petite clé USB de la poche de son manteau. Je n'ai pas osé regarder, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Il pourrait y avoir quelque chose. Si vous êtes assez courageuse, prenez-la. Clara la prit rapidement. Merci. Je n'oublierai pas ça. Michael parla avec urgence. Vous êtes surveillé par 2 personnes.
L'une est un agent de sécurité nommé Steven, le larbin de Reynolds. L'autre est Peter. Clara se figea. Michael s'éloigna, laissant une dernière phrase. Vous touchez à quelque chose que personne n'ose toucher. Survivez d'abord. Clara était assise dans son salon sombre, la seule lumière provenant de l'écran de son ordinateur portable. La clé USB de Michael scannait les données. Elle posa sa main sur son ventre, une boule se formant dans sa gorge. À l'intérieur d'elle se trouvait une vie, pas la sienne, pas conçue naturellement, mais qui grandissait chaque jour. Un léger bip retentit. L'écran afficha un dossier, 1703. Elle l'ouvrit. Des images faibles apparurent, un enregistrement en vision nocturne du couloir du 5e étage. Une silhouette poussait un brancard d'hôpital dans le couloir, se déplaçant silencieusement. La personne portait une blouse blanche et un masque. Mais l'image se brouilla. Plusieurs segments étaient mélangés. Signal perdu. Clara fronça les sourcils et rembobina. Elle zooma sur la main de la personne poussant le brancard. Une montre au poignet droit. Encore cette montre, murmura Clara. Peter ou quelqu'un d'autre? Elle éjecta la clé USB et la plaça dans une boîte en métal. Juste au moment où elle se levait, son téléphone sonna. C'était Tessa. C'est moi, Clara. La voix de Tessa était urgente. Je n'arrive pas à joindre Martha. Le cœur de Clara manqua un battement. Martha? Je pensais qu'elle était à Berkeley pour un cours de perfectionnement. C'est ce que je pensais. Mais quelqu'un m'a appelé. Elle ne s'est jamais présentée. Son téléphone est éteint. Je suis allée à son appartement et Clara retint son souffle, et la porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, tout était saccagé. Oh mon Dieu! Aucun signe de vol. Son ordinateur portable a disparu, mais son portefeuille, ses effets personnels sont intacts. Clairement, quelqu'un ne cherchait que des informations. Clara s'effondra sur le canapé. Non. A-t-elle vraiment disparu? Clara, je ne veux pas paniquer, mais tu sais que Martha allait t'aider à contacter le département de la santé. Lui as-tu parlé récemment? Oui. Je lui ai tout dit sur le projet Gène, sur ce que je fais. Alors c'est clair. Martha a été réduite au silence. Clara serra fermement le téléphone. Je dois appeler la police. Sois prudente, Clara. Si tu le signales, ils s'en prendront à toi. Ils diront que tu as tout inventé. Clara se mordit la lèvre, ravalant sa peur. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Tessa marqua une pause, puis dit lentement. J'ai l'impression que nous sommes surveillés. Clara jeta un coup d'œil autour de la pièce, son cœur s'emballant. Tu penses que quelqu'un écoute? Possiblement. Ils ont accès au système de réseau. Vérifie ton ordinateur portable. Le lendemain matin, Clara apporta son ordinateur portable à Alexander au bureau technique. Peux-tu vérifier si mon ordinateur a un logiciel espion installé? Alexander le prit, surpris. C'est sérieux. Je pense que quelqu'un a planté quelque chose pour voler mes données. Il ouvrit l'ordinateur portable et tapa quelques commandes. Moins de 3 minutes plus tard, il fronça les sourcils. Il y a un script caché qui envoie des copies de tes fichiers à une adresse IP suspecte. Un virus? Non, c'est un logiciel espion de haut niveau. Le cryptage correspond à un logiciel utilisé en interne, ce qui signifie que quelqu'un de l'intérieur l'a installé. Clara resta figée. Qui aurait pu faire ça? Alexander la regarda. Quelqu'un qui a touché ta machine ou qui a un accès à distance. Clara pensa à Peter. Il lui avait emprunté son ordinateur portable plusieurs fois pour imprimer des choses directement depuis sa chambre. Elle n'avait rien suspecté. Peux-tu le supprimer? Oui, mais ça prendra au moins 3 heures. Clara hocha la tête. Fais-le. Supprime tout et installe un logiciel anti-surveillance pour moi. Alexander hésita. Clara, contre qui te bats-tu? Contre quelque chose de plus dégoûtant que la maladie. Des gens qui ont perdu leur humanité. Cet après-midi-là, Clara se rendit à l'appartement de Martha.
La porte était scellée avec du ruban de police. À travers la fente, elle pouvait encore voir le désordre, des signes clairs d'une fouille précipitée. Le gardien de l'immeuble, Monsieur Henry, était un homme californien âgé qui plaisantait souvent avec Clara lors de ses visites. Monsieur Henry, appela Clara. Clara, est-il vrai que ton ami a disparu? Oui. Avez-vous vu quelque chose? Il réfléchit. Il y avait une camionnette grise garée dehors avant-hier soir. 2 hommes en uniforme de maintenance électrique sont montés à son appartement. Ont-ils utilisé une clé ou une carte pour entrer? Une carte. Certainement du personnel. Mais ce qui est étrange, c'est qu'après cette nuit-là, les données de la caméra du couloir avaient disparu. Comme si quelqu'un les avait effacées. Clara hocha la tête, serrant les poings. Merci. Si vous remarquez quelque chose d'étrange, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Fais attention, ma fille. Ces gens ne plaisantent pas. De retour chez elle, Clara découvrit que sa boîte aux lettres avait été forcée. À l'intérieur, il ne restait qu'un morceau de papier vierge. Mais quand elle le tint sous la lumière, un faible message apparut. Si vous voulez vivre en paix, fermez votre bouche. Elle serra le papier, tremblante. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Elle appela immédiatement Tessa. J'ai été menacée. Quelqu'un est entré dans mon appartement. La boîte aux lettres était cassée. Une note anonyme. Ils veulent me faire peur. Tu ne peux pas les laisser faire. Reste forte. Nous sommes proches maintenant, Clara. J'ai peur de tout perdre. Comme Martha. Tessa marqua une pause avant de soupirer. Si tu veux arrêter, je comprends. Mais si tu continues, tu ne seras pas seule. Clara essuya ses larmes. Non, je continuerai, peu importe le coût. Cette nuit-là, Clara se rendit à l'hôpital une dernière fois avant de prendre officiellement un congé. Elle rencontra le docteur Morale dans le bureau administratif. Clara, pourquoi es-tu encore là? Tu as déjà soumis ta demande de congé. Je suis venue chercher quelques documents personnels et dire au revoir. Morale la regarda avec une expression étrange. Tu as changé. Tu souriais beaucoup avant. Les sourires sont pour les gens qui ont le droit de vivre correctement. Il hocha lentement la tête. Tu penses que tu peux faire tomber ce système? Je ne pense pas. Je sais que je peux. Morale haussa un sourcil. Tu es confiante? Non, j'ai des preuves et je vais les mettre en lumière. Morale eut un sourire narquois. Bonne chance. Mais ne sois pas surprise si un jour tu as un accident. Cette menace, vous devriez la garder pour vous, docteur. Clara se tourna et s'éloigna, n'attendant pas un autre mot de sa part. De retour chez elle, elle commença à diviser toutes les preuves en parties distinctes. Les fichiers ADN, les données du serveur, l'enregistrement audio de Reynolds, les anciennes séquences de caméra et la note de menace anonyme. Chacun fut sauvegardé sur une clé USB distincte. Puis elle écrivit les noms de chaque destinataire. Béatrice, résultat de laboratoire. Alexander, informatique. Tessa, amie de confiance. Daniel Reeves, le journaliste qu'elle n'avait pas encore rencontré. L'avocat de ses parents, adresse postale sécurisée. Chaque clé USB était soigneusement emballée et étiquetée avec un code unique. Elle colla une étiquette sur chacune. Si je disparais, rendez tout cela public. Tard dans la nuit, Clara s'assit sur son balcon, regardant les lumières de la ville. Dans son ventre, le bébé donna un coup de pied pour la première fois. Elle posa sa main sur son ventre, submergée d'émotion. Tu n'es pas à moi. Pas au sens habituel. Mais tu es vivant en moi et je te protégerai, quoi qu'il en coûte. Elle rentra, vérifia les serrures, éteignit son téléphone et écrivit sur le mur avec un marqueur. Si je disparais, ce n'était pas un accident. Vous demandez officiellement un congé, demanda l'employé des RH à Clara avec un regard inquisiteur. Oui, hocha la tête Clara, soumettant le formulaire. 3 semaines à partir de maintenant, pour des raisons de santé. Pour des raisons personnelles, répondit fermement Clara. Elle n'avait pas l'intention d'en dire plus.
Tout dans cet hôpital pouvait être retourné contre elle, même une réponse vague. Après avoir signé le formulaire, elle sortit dans le couloir. Tessa attendait déjà. « C'est fait ?» demanda Tessa. « C'est fait. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Mais je sais qu'ils surveillent chacun de mes pas, mon frère travaille dans une unité technique indépendante. Je lui ai déjà envoyé le disque. Il a promis de décoder les données cryptées de la sauvegarde du projet Gene que tu as récupéré. » Clara hocha la tête, se sentant légèrement plus à l'aise. Plus il y a de gens qui savent, meilleures sont nos chances de survivre. Tessa esquissa un sourire ironique. On dirait un film de guerre. Clara se tourna vers elle, les yeux sérieux. N'est-ce pas le cas? 3 jours plus tard, Clara reçut une lettre de l'hôpital. C'était un document de 2 pages avec un titre en gras, demande de démission volontaire pour cause d'image de l'organisation. Clara le lut encore et encore. Les veines de son front se gonflèrent. Elle appela immédiatement Tessa. Ils veulent me forcer à démissionner définitivement. Tessa soupira. La raison? Atteinte à la réputation de l'hôpital par un comportement et des déclarations inappropriées dans un environnement professionnel. Il me diffame de manière flagrante. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne signerai rien. S'ils veulent me licencier, ils ont besoin d'une raison claire et j'enregistrerai tout. Tessa marqua une pause, puis dit, « Je viens de recevoir les fichiers décodés de mon frère. » Clara se redressa. « Quelque chose de nouveau? » Oui. Le projet Gene a 3 phases. Sélection, implantation, surveillance. Dans la phase de sélection, ils ont utilisé un logiciel pour extraire les données personnelles du personnel féminin, horaires de service, temps de pause, profil psychologique, pour choisir les cibles les plus manipulables. Clara trembla. Donc, ce n'était pas seulement médical, c'était de la surveillance. Exactement. Tu étais surveillé avant même qu'ils ne t'injectent. Je me sens comme un produit traqué. Tessa dit rapidement, il y a un autre nom sur la liste. Nathalie Lewis. Elle était aussi infirmière. Sa démission citait une dépression nerveuse. Les dossiers médicaux l'étiquetaient comme paranoïaque. C'est comme ça qu'ils effaçaient les traces. Clara respira profondément. La mort sociale au lieu du meurtre. L'après-midi suivant, en rentrant chez elle, Clara trouva la serrure légèrement déplacée. À l'intérieur, son appartement était saccagé. Elle recula instinctivement et prit des photos de tout. Une seule photo manquait au mur. Une photo d'elle et de Martha à la remise des diplômes. Le cadre en bois gisait brisé sur le sol. Elle se tourna vers le coin du bureau. La boîte en métal avec ses clés USB de sauvegarde avait disparu. Clara serra les poings. Il nous dépouille. Elle appela immédiatement Alexander. Alexander, on m'a cambriolé. Peux-tu aider à vérifier qui a accédé à mon ordinateur portable à distance? Oui, mais je dois venir en personne. Ils ont peut-être installé un nouveau logiciel espion. Je t'envoie l'adresse dans 10 minutes. Elle mit fin à l'appel, puis composa le numéro de Tessa. As-tu toujours la clé USB? Je l'ai mise chez ma mère. Elle est en sécurité. Ils viennent de prendre la mienne. Ils savent que je suis allée trop loin. Tessa chuchota, je pense que quelqu'un à l'intérieur divulgue des informations. Qui penses-tu? Peter. Tu ne l'as toujours pas écarté. Clara resta silencieuse quelques secondes. Je veux croire en lui. Mais si celui en qui tu as confiance est celui qui te poignarde dans le dos? Je dois le découvrir. Cet après-midi-là, Alexander arriva chez Clara avec son ordinateur portable. J'ai apporté des scanners de signaux. Éteins tous les réseaux. Clara suivit ses instructions. Après quelques minutes de balayage, il fronça les sourcils. Il y a un appareil étrange qui émet un très faible signal Bluetooth. Derrière le frigo. Ils tirèrent le frigo. Un petit appareil noir tomba au sol, un micro-espion. Clara se sentit glacée. Il m'écoutait pendant que je cuisinais. Pas seulement ça, Alexander lui tendit un rapport imprimé. Il y avait une adresse IP qui accédait à tes données depuis une machine de l'hôpital nommée P. Berkeley.
tapé Peter Berkeley? Je ne peux pas en être sûre, mais ce nom d'ordinateur est une énorme coïncidence. Clara s'agrippa à la table. C'en est assez. Je dois le confronter. Le lendemain matin, Clara donna rendez-vous à Peter dans un petit café près du parc. Peter arriva à l'heure, affichant son sourire familier. Clara, ça fait longtemps. Tu vas bien? Plus ou moins, hocha la tête Clara. Toujours en service de nuit à l'hôpital? Ouais, épuisant comme toujours. Quoi de neuf? Clara le regarda droit dans les yeux. As-tu déjà accédé à mes données? Peter se figea. Quelles données? Informations personnelles. Journaux de service. Emploi du temps. Mon ordinateur. Clara, de quoi parles-tu? Je te le redemande. L'as-tu fait? Peter la fixa un instant, puis soupira. Clara, tu as changé. Es-tu méfiante envers tout le monde maintenant? Non. Seulement envers ceux qui ont une raison. Et quelle raison aurais-je? Le nom de ton ordinateur est P. Berkeley. Cette IP a accédé à mes données personnelles. Il y a un micro dans ma maison. Je veux croire que tu n'es pas impliqué. Peter resta silencieux. Finalement, il eut un sourire narquois. Peut-être que quelqu'un essaie de me piéger. Peut-être, hocha la tête Clara. Mais je découvrirai la vérité. Elle se leva et laissa le café intact sur la table. Le soir même, Tessa appela Clara, sa voix pleine d'inquiétude. Il y a quelque chose d'urgent. Un jeune médecin réside, son nom est Gabriel, m'a envoyé un texto disant qu'il a des documents liés au projet Gène. Vraiment? Il a peur, mais il a dit qu'il te rencontrerait si tu promets de garder son identité secrète. Organise une rencontre dans un lieu public. Ne l'amène pas à l'appartement. Nous l'avons déjà organisé. Une vieille librairie. Demain matin. Le lendemain matin, Clara et Tessa arrivèrent à la petite librairie de Maple Street. Un jeune homme avec des lunettes et un manteau marron était assis dans le coin le plus éloigné. C'était Gabriel. Clara s'approcha. Gabriel. Il leva les yeux et hocha la tête. Vous êtes Clara? Oui. Gabriel sortit une clé USB de sa poche. On m'a assigné à l'analyse de données ADN pour un projet secret. Quand j'ai commencé à poser trop de questions, ils m'ont transféré. J'ai gardé une copie au cas où j'en aurais besoin. Clara prit la clé USB. Savez-vous si quelqu'un d'autre est encore en vie à part moi? Il secoua la tête. Ils ont été étiquetés comme mentalement instables. 2 ont été internés de force. 1 a disparu. Êtes-vous inquiet pour votre sécurité? Demanda Tessa. J'ai peur tous les jours, mais si je reste silencieux, qui parlera pour les victimes? Clara hocha la tête. Merci. Gabriel se leva et partit rapidement. Tessa regarda Clara. Une autre pièce du puzzle. Clara serra la clé USB. Nous approchons du point de non-retour. Clara, tu devrais quitter Chicago pour quelques jours, dit Tessa, inquiète, alors qu'elles étaient assises dans la cuisine de son appartement. Clara baissa les yeux sur le verre d'eau dans sa main et secoua la tête. Non, si je disparais, ils effaceront tout. Je dois rester et riposter. Mais ils surveillent chacun de tes mouvements. Je sais, soupira Tessa. Ne vois-tu pas? Ils ne t'ont pas attaqué directement. Ils te poussent à bout. Ils veulent que tu tombes toute seule. Clara leva les yeux. Et je ne les laisserai pas gagner. Son téléphone sonna. Clara vérifia l'écran, numéro inconnu. Elle répondit, « Allô ». Une voix masculine, froide et inconnue, se fit entendre. « Si vous voulez rester en vie, arrêtez maintenant ». Clara resta silencieuse. La voix continua. « Ce que vous détenez, ce n'est pas à vous. Rendez-le avant qu'il ne soit trop tard. »« Qui êtes-vous » gronda Clara. « Je suis celui qui peut assurer votre survie ou y mettre fin. » Clic, Clara serra le téléphone. « Encore une menace, dit-elle. Ils ne montrent toujours pas leur visage. » Tessa chuchota. « Serait-ce possible ? Reynolds sait déjà que tu as contacté Daniel Reeves.
Je ne lui ai encore rien envoyé, mais peut-être qu'ils ont écouté. Clara décida de vérifier toutes les clés USB restantes. Mais quand elle ouvrit le tiroir, son cœur s'arrêta, la clé USB contenant l'enregistrement audio de Reynolds avait disparu. Elle se figea, les yeux écarquillés. Impossible. Elle courut vers la porte d'entrée. La serrure n'avait pas été forcée. Les fenêtres étaient toujours fermées. Aucun signe d'effraction. Clara se tourna vers Tessa. L'as-tu prise? Non, je n'ai jamais touché celle-là. Clara serra les poings. Quelqu'un est entré sans laisser de traces. Ils avaient un double des clés. Tessa fronça les sourcils. Qui est déjà venu ici? À qui fais-tu assez confiance pour lui donner un double? Clara fit une pause. Puis un nom lui traversa l'esprit. Peter. Elle se rendit à l'hôpital le lendemain matin. Peter était au bureau technique, consultant des dossiers de patients. Salut, dit Clara. Peter leva les yeux, légèrement surpris. Oh, ça fait longtemps. Clara hocha la tête. J'ai besoin de te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? As-tu déjà été dans mon appartement quand je n'y étais pas? Peter fronça les sourcils. Pourquoi demandes-tu ça? Il me manque quelque chose. Il n'y avait aucun signe d'effraction et seule une personne proche aurait un double des clés. Peter ricana. Clara, m'accuses-tu de vol? Je veux juste ta réponse. Peter se leva, son ton s'aiguisant. Je n'ai pas été dans ton appartement. S'il manque quelque chose, signale-le à la police. Es-tu sûr? Tu n'aides pas Reynolds. Peter serra les dents. C'en est assez. Tu sais que j'ai des preuves et tu fais quelque chose pour m'arrêter, n'est-ce pas? Peter s'approcha, baissant la voix. Clara, tu imagines trop de choses. Mais tu devrais faire attention. Tout le monde ne reste pas patient éternellement. Clara le foudroya du regard. Je mettrai la vérité en lumière. Peu importe qui tu es. Cet après-midi-là, Clara rentra chez elle à pied. En tournant dans la ruelle près de son immeuble, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture noire était garée là depuis 3 jours. Elle s'arrêta, fit semblant de lasser sa chaussure, et y jeta un coup d'œil du coin de l'œil. Vitre teintée, aucune visibilité à l'intérieur. La plaque d'immatriculation était floue. Elle continua de marcher. Quelques instants plus tard, en entrant dans son immeuble, elle regarda en arrière. La voiture n'avait pas bougé, mais les phares clignotèrent une fois. Clara sortit son téléphone, prit une photo et l'envoya à Alexander. Clara, peux-tu vérifier cette voiture pour moi? Plaque 3625 LRZ. Merci, répondit Alexander quelques minutes plus tard. Alexander, elle n'est pas enregistrée au nom d'un particulier. Elle appartient à une unité de sécurité civile. Ça pourrait être une façade. La poitrine de Clara se serra. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle ouvrit le placard et sortit les dernières copies de ses documents, celles qu'elle avait décryptées. Elle les divisa en 4 parties, les scella dans des enveloppes et écrivit « Si je disparais, donnez ceci à Daniel Reeves ». Elle se rendit au bureau de poste tôt le lendemain matin et envoya chaque enveloppe à une adresse différente. La maison de Tessa, Alexander, l'avocat de son père, et l'adresse email imprimée de Daniel. En sortant du bureau de poste, elle sentit quelqu'un la suivre. Elle accéléra le pas, puis s'arrêta brusquement et se retourna. Un homme en manteau gris et lunettes noires se détourna immédiatement. Clara prit une photo rapide et l'envoya à Tessa. Clara, as-tu déjà vu ce type? Tessa, oui. Il était près du parking le jour où j'ai rencontré Gabriel. Clara serra son téléphone fermement. Cette nuit-là, Clara rentra chez elle. Dès qu'elle entra, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. La prochaine fois, ce ne sera pas juste un avertissement. Fais attention dans les escaliers. Elle se figea, fixant la fenêtre. La brise poussa légèrement le rideau. Quelqu'un connaissait chacun de ses mouvements. Elle appela immédiatement Alexander. Peux-tu installer un logiciel de cryptage avancé sur mon téléphone et configurer des alertes pour les tentatives d'accès inhabituelles?
Je passe ce soir. Alexander arriva avec son ordinateur portable et son équipement. Tandis qu'il installait le logiciel, il la regarda sérieusement. Clara, tu ne peux pas continuer à faire ça toute seule. Je n'ai pas le choix. Si. Envoie tout à Daniel. Laisse-le s'occuper du reste. Clara hocha la tête. Je le rencontre demain. L'après-midi suivant, Clara se rendit dans un café niché dans une petite ruelle. Daniel Reeves avait accepté de la rencontrer là. Après avoir soigneusement vérifié son identité, un homme dans la quarantaine, les cheveux légèrement en désordre, les yeux vifs et une expression fatiguée, la regarda depuis la table du fond. Clara Martin, dit-il doucement. Daniel Reeves, répondit-elle en s'asseyant. Il regarda autour de lui. Je n'ai que 15 minutes. Avez-vous apporté ce dont j'ai besoin? Clara posa une épaisse enveloppe sur la table. Tout est là-dedans. Données décryptées, analyse ADN, vidéos de surveillance, une liste de victimes avec des dossiers effacés. Daniel l'ouvrit et parcourut rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent. Savez-vous ce que vous détenez? La preuve d'un crime médical à l'échelle nationale. Il hocha la tête. Je vérifierai chaque partie, mais si tout est légitime, ce sera le plus grand scoop que j'ai jamais écrit. Clara baissa la voix. Je ne me soucie pas de la célébrité. Je veux juste la justice. Daniel la regarda, son expression s'adoucissant. Je comprends, mais la justice vient souvent avec le danger. Êtes-vous prête pour ça? Je le suis. Il hocha la tête. Je vous contacterai une fois l'article terminé. D'ici là, ne faites confiance à personne. Ne restez pas trop longtemps au même endroit. Et si j'appelle mais que je ne dis rien, cela signifie que vous devez quitter Chicago immédiatement. Clara hocha la tête. Merci. Daniel remballa et disparut comme une ombre. Cette nuit-là, Clara était allongée dans son lit, serrant fermement un oreiller. Le bébé à l'intérieur d'elle donna un léger coup de pied, un signe de vie. Elle chuchota, je ne sais pas qui tu es, mais tu es une preuve. Je ne laisserai personne te traiter comme un objet. Des klaxons de voiture retentirent dans la rue. Clara se leva, verrouilla toutes les portes, éteignit les lumières. Demain pourrait être le jour où tout se termine, ou commence. À 6 heures du matin, son téléphone vibra. Clara le saisit, sa voix encore endormie. Allô? Clara. C'est moi, Daniel. Sa voix était grave et urgente. Nous avons tout. Les preuves sont vérifiées. Clara sauta du lit. Tu veux dire, tout? Le test ADN, l'enregistrement audio, les données décryptées et, le plus important, le clip fourni par Michael Ryan. Le visage de Reynolds est clairement visible pendant le service d'implantation d'embryons. Clara serra le téléphone. Que allez-vous faire? J'ai terminé le rapport d'enquête. Il sera en première page du Chicago Tribune. À 9 heures aujourd'hui. Sa voix tremblait. Savent-ils? J'en suis sûr, répondit Daniel. 2 hommes m'ont suivi ce matin en quittant ma maison. Mais j'ai envoyé les données complètes à 5 autres agences de presse. Si quelque chose m'arrive, l'histoire sera quand même publiée. Clara chuchota, merci. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Tu n'as pas abandonné même quand tu aurais dû tomber depuis longtemps. 9 heures, Chicago explosa. En première page du Chicago Tribune, un titre en gras criait « Projet Gêne, la cruauté derrière la blouse blanche ». En dessous, une photo de Reynolds à une conférence médicale, ainsi que des extraits des données décryptées fournies par Clara. Clara était assise dans un petit café avec Tessa et Alexander. Son téléphone ne cessait de sonner. « Clara, qu'est-ce que tu fais? Tu es partout à la télé », s'exclama la voix de sa mère au téléphone. « Maman, je vais bien. Je t'expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, ne fais pas confiance aux tabloïds. » Alexander leva l'écran de son téléphone. « Clara, regarde. La télévision nationale vient de diffuser un bulletin spécial. » La voix du présentateur résonnait. «
Le département de la santé de Californie a lancé une enquête d'urgence et ordonné la suspension de toutes les opérations à l'hôpital Westlake Memorial. Le chef de la médecine, Alan Reynolds, fait l'objet d'une enquête pour de graves violations de l'éthique médicale. Tessa regarda, choquée. Si vite. Clara hocha la tête. Ils ont peur de l'indignation publique. Ils doivent réagir immédiatement. Un message de Daniel arriva. Clara, Reynolds vient de m'appeler. Il sait qu'il ne peut pas nier, mais il pense toujours qu'il peut négocier. Je l'enregistre. Clara répondit instantanément. Ne négocie pas. Il doit tout affronter. 14 heures, Reynolds fut arrêté à son domicile. Des images de lui, menotté, la tête basse, furent diffusées sur toutes les chaînes. Clara se tenait devant l'écran, la main couvrant sa bouche. Tessa chuchota. Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir ce jour. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Béatrice, la technicienne de laboratoire. Clara, as-tu vu? Ils l'ont vraiment arrêté. Crois-tu que cela se produit vraiment? Demanda Clara, la voix tremblante. Je le crois. Tu l'as rendu possible. Tu es la voix de toutes les femmes qui ont été réduites au silence. Alexander intervint. La police vérifie les serveurs de l'hôpital. Ils ont trouvé des preuves de dossiers falsifiés. Peter pourrait être convoqué aussi. Clara se figea. Peter? Ils ont retracé l'accès IP à ton fichier. Ils ont suffisamment de preuves. Il ne peut plus nier. Tessa hocha la tête. Il t'a trahi pour de l'argent, mais maintenant il va payer. 18 heures, Daniel envoya à Clara l'enregistrement de son appel avec Reynolds. Elle le lança, écoutant chaque mot. Daniel, vous savez que vous ne pouvez pas y échapper. Reynolds, vous pensez que je vais rester silencieux? J'ai une liste de toutes les personnes impliquées. Si je tombe, il tombe avec moi. Daniel, merci. Cela vient d'être enregistré. Maintenant, préparez-vous pour le tribunal. Clara sourit, son premier sourire sincère depuis des mois. Ce soir-là, Daniel rencontra Clara au parc Greenwood. Les médias vous appellent la femme la plus courageuse de Californie, dit-il en s'asseyant sur le banc. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens juste fatiguée. Tu peux te reposer maintenant. Nous nous occuperons du reste. Clara le regarda. Mais qu'en est-il des autres? Les victimes réduites au silence? Les dossiers modifiés? Le département de la santé a annoncé une vaste enquête. Un nouveau comité de surveillance sera formé et vous avez été nommée conseillère en éthique. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Moi? Oui. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend vraiment la douleur endurée par les victimes. Clara baissa la tête. Je ne suis pas prête. Personne ne l'est jamais au début. Mais tu es la bonne personne. Elle resta silencieuse. Le vent du soir passa, frais et doux. Le bébé dans son ventre donna un nouveau coup de pied. Clara posa une main sur son ventre et chuchota. C'est peut-être pour ça que je ne me suis pas effondrée. Daniel suivit son regard, son expression s'adoucissant. Ton enfant grandira dans un monde plus juste. Grâce à toi. Clara sourit. Le lendemain à midi, le tribunal publia la liste des personnes inculpées. Outre Reynolds, 3 autres cadres de l'hôpital, 2 médecins et Peter furent accusés de crimes allant du complot à l'accès illégal de données. Les médias envahirent le poste de police. Un journaliste demanda, Clara Martin, avez-vous quelque chose à dire à ceux qui ont douté de vous? Clara se tenait au milieu d'une mer de caméras, de microphones et de flashs. Elle répondit calmement, je ne leur en veux pas. Quand un système est conçu pour vous faire taire, la vérité semble toujours insensée. Des applaudissements éclatèrent. Tessa se tenait à proximité, les yeux humides. Tu es vraiment ma Clara, chuchota TL. Ce soir-là, Clara retourna dans son petit appartement. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa la dernière entrée de son journal d'enquête. Aujourd'hui, je suis sortie dans la lumière. Mais le combat n'est pas terminé. La justice n'arrive pas d'elle-même. Il faut que quelqu'un sorte de l'ombre,
même sur des jambes tremblantes. Elle cliqua sur « Enregistrer ». Et dans le silence de la pièce, elle pleura. Pour la première fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Clara Martin, veuillez vous présenter à la salle d'audience. » La voix ferme du garde résonna à son oreille. Clara prit une profonde inspiration et franchit les lourdes portes en bois. Des centaines d'yeux la suivirent. Les caméras crépitèrent. Tessa marchait à ses côtés, lui tenant fermement la main. Daniel attendait au premier rang, les yeux remplis de confiance. À l'intérieur, Alan Reynolds était assis au banc des accusés, les mains jointes, les yeux froids comme la pierre. Son visage n'avait plus le calme du contrôle. À côté de lui était assis son avocat tendu. Le juge parla. Ce tribunal pénal est maintenant en session pour juger l'accusé Alan Reynolds et ses co-conspirateurs pour les chefs d'accusation suivants: violation grave de l'éthique médicale, implantation non autorisée d'embryons, falsification de dossiers médicaux et abus d'autorité. Le marteau frappa. Quand vint le moment du témoignage, Clara s'avança à la barre. Elle se tenait droite, les yeux rivés sur le juge. Veuillez décrire avec vos propres mots comment vous avez découvert la vérité. Clara parla lentement. Il y a environ 3 mois, on m'a diagnostiqué une grossesse, mais je savais avec certitude que je n'avais jamais eu de rapport sexuel. J'ai fait un test ADN privé et j'ai découvert que le fœtus ne partageait pas mes gènes. C'est biologiquement impossible sans intervention médicale non autorisée. Avez-vous des preuves pour étayer cette déclaration? Oui. Un résultat de test d'un laboratoire indépendant, des données internes de l'hôpital, une conversation enregistrée avec Monsieur Alan Reynolds et des images de surveillance fournies par Monsieur Michael Ryan. Clara tourna son regard directement vers Reynolds. Il m'a dit que je devrais me sentir honorée d'être la première d'une nouvelle ère. Mais pour moi, j'étais juste une victime transformée en réceptacle. La salle d'audience était silencieuse. Le juge hocha la tête. Merci, mademoiselle Clara. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui. Je veux dire ceci. Le corps d'une femme n'est pas un laboratoire. Personne n'a le droit de revendiquer la vie en elle sans son consentement. La science n'a de valeur que lorsqu'elle est enracinée dans l'éthique. Des applaudissements éclatèrent dans la galerie. Le juge frappa le marteau. Silence. L'avocat de Reynolds plaida: mon client est un chercheur, pas un criminel. Il a agi au nom de la science. Le procureur répondit: faire progresser la science en injectant des embryons artificiels à des femmes sans leur consentement. Ce n'est pas de la découverte. C'est un crime. Soudain, Reynolds se leva. Elle était volontaire. Clara savait tout depuis le début. Elle simule ce rôle de victime. Le juge frappa à nouveau le marteau. Accusé, silence. Clara se leva calmement. J'ai des journaux, des emails et des dossiers médicaux prouvant que je ne savais rien. Ce qu'il dit est le désespoir d'un homme qui a tout perdu. Le procès dura 3 jours. La presse rapporta chaque instant. Des dizaines de femmes commencèrent à parler, d'anciennes patientes d'établissements liés à Reynolds qui avaient connu des symptômes similaires à ceux de Clara. Une enquête médicale nationale fut lancée. Finalement, le dernier matin, le juge lut le verdict. Sur la base de tous les documents, témoignages, preuves médico-légales vérifiées et des conclusions du Conseil national d'éthique, le tribunal condamne Alan Reynolds à 26 ans de prison, à la révocation permanente de ses licences médicales et à une interdiction à vie de toute activité médicale. Les co-conspirateurs, y compris les résidents, le chef de l'informatique et le personnel de sécurité concernés, purgeront des peines de 10 à 18 ans. Peter Berkeley, 12 ans de prison pour complot, violation de la vie privée, accès non autorisé à des données et complicité de procédures médicales illégales. Un soupir de soulagement collectif parcourut la salle d'audience. Tessa serra Clara dans ses bras. Tu l'as fait, chuchota-t-elle. Clara ferma les yeux, incapable de parler. Dehors, la presse les entoura. Daniel intervint pour aider Clara à traverser la foule. Tout le monde attend de vous entendre, mais si vous le souhaitez, je peux parler en votre nom. Clara secoua la tête. Non, je veux parler. Elle s'avança sur le podium, regardant directement les rangées de caméras. Je ne suis pas une héroïne.
Je suis juste quelqu'un qui a été poussé à bout et qui a choisi de ne pas rester silencieuse. Mais je crois que si une personne se lève, 10 autres se lèveront avec elle. Une journaliste demanda, « Allez-vous garder le bébé ?» Clara hocha la tête. Oui, même si nous ne partageons pas d'ADN, cet enfant a la vie que je me suis battue pour protéger. Il est l'espoir. La journaliste, émue, suffoqua. Merci. Une semaine plus tard, Clara fut invitée au siège du département de la santé. Le directeur national de l'éthique médicale lui serra la main. Mademoiselle Clara, nous aimerions vous inviter à rejoindre le conseil consultatif sur la bioéthique. Clara fut surprise. Je ne suis qu'une infirmière. Mais vous êtes quelqu'un qui a dit la vérité quand personne ne vous croyait. C'est ce dont la médecine moderne a besoin. Clara réfléchit un instant, puis hocha la tête. J'accepte, mais je dirai toujours la vérité, même si personne ne veut l'entendre. C'est exactement pourquoi nous vous avons choisi. Un mois plus tard, Clara tenait son nouveau-né dans ses bras, la lumière du soleil remplissant son petit appartement. Tessa était assise à côté d'elle avec une tasse de thé chaud. Elle te ressemble vraiment, chuchota Tessa. Pas par les gènes, mais par l'esprit, répondit Clara, regardant la petite fille dormir paisiblement. Daniel frappa et entra, tenant le dernier journal médical. Tu es en couverture, sourit-il. Vraiment? Pas à cause de l'affaire. À cause du discours que tu as donné au sommet européen d'éthique médicale. Toute la salle t'a fait une standing ovation. Clara sourit doucement. Je n'ai dit que la vérité. Parfois, dit Daniel, la vérité est la chose la plus courageuse qu'un humain puisse donner à un autre. Cet après-midi-là, Clara se promenait dans le parc Greenwood avec son bébé. Les passants la reconnaissaient, souriaient et hochaient la tête. Certains disaient, « Vous êtes si courageuse, Clara ». D'autres posaient simplement une main sur leur poitrine comme pour dire, « Nous vous sommes reconnaissants ». Une petite fille courut vers elle et lui offrit une rose. « Vous êtes une bonne personne ». Clara s'agenouilla et l'accepta. « Merci, ma chérie. » Elle regarda son bébé dans la poussette et sourit. « Nous avons survécu. Et maintenant, nous allons vraiment vivre. » La brise portait un léger parfum de fleurs d'oranger, mais cette fois, ce n'était pas celui du bureau de Reynolds. C'était le parfum de la liberté. Elle tint la main de son enfant et marcha sur un chemin ensoleillé, entouré d'applaudissements. L'histoire de Clara est un puissant rappel que la justice ne vient pas du silence, mais du courage de dire la vérité. Face à l'injustice, même menacée et seule, s'accrocher à la vérité et refuser de se rendre peut conduire à de grands changements. Clara ne s'est pas seulement protégée, elle a ouvert la porte de l'espoir pour des milliers d'autres femmes. La leçon est la suivante, la vérité peut être enterrée, mais elle ne peut jamais être détruite. Pas quand une personne ose sortir de l'ombre. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt. I love it when the ghost is right by the door. Woke up. Jumanji, what year is it? Yeah. Sometimes I'll raid out and then I'll be like, okay, I'm gonna go do some self-care now. Eat some food, relax. I come back and it's like 2-3 raids later. I'm like, what? What's going on? Where am I? I think that's how I ended up with seeing Royru. He's doing like Mario Maker, and I was like, "This is so far from what we do, but I'm here for it." Now I watch him pretty often. You guys on Customer Nightmare? This is Nightmare. Yeah, we do the Nightmare because I'm a little bitch. No, you actually like enjoying the game. We do zero heavies because we hate the game. Or we hate having fun in the game. We love the game, but the ghosts, they hate us. Yeah. This is like the most chill part of like playing Phasma is when Smidge is playing. I'm like, yeah, let's go. We get to play Nightmare. I'm not getting jumped every 5 minutes.
Gorb check. Gorb check. Nothing. You know Hoobastink? What's that? Oh, oh. Do you know Hoobastink? Tyler, what kind of music do you listen to? I don't know what. No, not that. I've been. You don't know Hoobastink? What's one of their songs? I might know a song. Could you sing it for us? No. But the reason? What's up? Oh. It's called The Reason. Oh, it's just The Reason. Yeah. No. Oh my No, gosh. no idea. It doesn't ring a bell at all. Sorry. Don't know Hoobastink. Don't know freaking Matchbox 20. You gotta send me just a list of songs to listen to. I shit you not. I will send you my 400 song playlist I listen to. Every Do it. day. Do it. I'll listen to it. I just have music in the background when I do stuff. I'm down for it. Dude, sometimes when we're gaming, I have another stream going, music going, and us talking. Oh my god. Also 29 degrees. My brain he cannot doesn't comprehend. know Hoobastink. No, I don't. Am I supposed to know it? Is this essential? I don't think it's a yokai. I don't know it. I might know it. There might be a song or two maybe I recognize, but I don't know names. I don't know. Oh. Yep. EMF 5? Yep. Got him. Jin Oni Shade Twin. That's a weird combo of stuff. Mm-hmm. I guess it could be a shade. Yeah. Right? Yeah, no, Because it's EMF and freezing isn't really something it gives willingly. it was throwing quite a bit in here though. But the shades have been known to misbehave. I'll be right back with some more stuff. More media. Good. Oh, geez, so haters might hate. Udals? I think I've heard some from them. Oh. Hunting? No? I was waiting for the door to slam on me. Oh. Oh. Set this up. Can I put in the door frame? No. Maybe here, I guess. Yeah, just send me your entire playlist and I'll bop. Oh, yeah, I will. The Steel Phantom just followed. Oh, Steel Phantom with the follow. Thank you so much. I'm getting jumped. Oh, was it smudged? That must have been smudge, right? It was slow stepping at us. And now, yeah, it sounds pretty normal. Okay. Unsover. I panic smudged it. I was so confused. I was like, oh, that's a slow walk. Yeah, No, I just smudged a it. smooth. I didn't know how close it was. Gotcha. What do we got for media? We got almost all the photos, 2 more videos, and all the sound. All the sound. Okay. Hit me. Not literally ghost, please. Give me something. Is she even here?
You still here? 24. It's still hanging out. Don't think shade. That was right next to us. Yeah, it hunted. Then it blew the firelight out while we were in here. Mm-hmm. Speaking of, can you blow the firelight out again and or burn the greasy and or burn them one at a time, right at one after the other? Can't expect. Thanks, Ghost. Write it down. Has it hit breaker at all? I don't think. Okay. Tattooed on my wrist, replaying Black Flag recently. Giving official news of remake. Ooh. I haven't played those kind of games in like a while. I gotta get back into them. I haven't really liked the most recent ones, but the old, like the less recent ones, I was going crazy for. Oh, I'm sorry, you brought me. oh, back out! Oh, back out! Oh, back out! Oh, my God! Smudging. Oh, he was right next to my face. Oh my God. That wasn't Jin speed up though. Oh, second smudge. So what can we have? That's a dupe. Maybe Oni? No, it didn't really show itself a lot. I duped a video. Also, when it started hunting, it was literally walking this close to you and you didn't die. I know. I know. I thought I was dead. I also thought you were dead. I was like, oh, he's still standing there because he's dead and I just haven't seen the animation yet. Ooh. No one's much left. It's all yours. Okay, Ghost. You and me. Also, where did that hunt? It was kind of like... Oh, garage. Yeah, it came from garage, I think. Yeah. Yeah, no, I haven't played them in a bit, but I would love to get back into them someday. Last name is Izo. Turned 14 this year. Oh my goodness. Had a good life. Hopefully. Also, Hunting? Can I see your blinks, mister? Ooh, you kinda got the Oni going on. Yeah, I love my cat. We got him I think it was 2 years ago? Maybe a year and a half. He's not behind me, but he's usually up on this little perch there. His name's Bun. He is just the most sweetest. He's a rescue, so he's got like the battle scars, but he is just adorable. oh, all right. Got him. I think that might be an Oni. It's going again. Oh my goodness. Oh, that speed up though. Was Syndicate 5 or 6? I think Syndicate was 5, and then Unity released the same year. I remember one of them or two of them were in the same year. Was he just hogging? Dude. I hate it when I smudge a ghost and they go the same way and just slow walk at me. Ugh. I think Bun is... This fucking asshole won't let me speak without freaking inventing on me or hunting on me. You're alive! Fuck out
Get me out of here. What the hell is this ghost? I think it's an Oni.